Derrière chaque campagne marketing se cache une équipe de cadres, de fact-checkers, de directeurs artistiques et bien plus encore. On pourrait croire que grâce à ça, ils obtiennent des stratégies bien planifiées et bien exécutées. Mais bien sûr, les équipes marketing restent humaines. Et les humains peuvent être vraiment bêtes. Comme ces exemples le prouvent. Parfois, même les meilleurs se plantent royalement. Numéro 10, Snapple et le désastre collant. En juin 2005, Snapple s'est dit que le meilleur moyen de faire de la pub pour sa nouvelle glace à l'eau, le kiwi fraise glacé, c'était de voir grand, vraiment grand. Snapple s'est mesuré au détenteur du livre Guinness des records de la plus grande glace à l'eau, et en construisant une de 17,5 tonnes. Le délicieux monolithe a été construit dans le New Jersey et transporté à New York dans un camion réfrigéré à moins 26 degrés. Puis, il a été suspendu sur la 17e East Street à Manhattan par une grue. Mais à un moment dans ce processus, le centre de la glace avait fondu. Donc quand la grue l'a soulevé dans les airs, le centre mou et collant a inondé les rues. Les passants ont commencé à glisser dans les flaques et le mélange devenait de plus en plus collant sous le soleil estival. Les autorités ont été appelées pour nettoyer. Et Snapple a fini par payer. Et tout ce bazar a été une catastrophe absolue. Snapple n'a jamais compris pourquoi la glace n'a pas gardé sa forme solide, mais c'était sûrement un mélange de la congélation initiale incomplète, du soleil brûlant et de l'équipe marketing avec plus d'argent que de matière grise. Numéro 9, la vieille Oldsmobile. En 1988, Oldsmobile, une marque américaine produite par General Motors, a décidé de donner un coup de jeune à ses voitures et de prouver qu'elles étaient cool. Rajeunir une marque, ça marche souvent assez bien. Mais pour ça, il faut adopter une approche intelligente. Et malheureusement, le slogan de la campagne « C'est pas l'Oldsmobile de votre père » n'était pas le choix le plus judicieux. Et les publicités étaient accompagnées d'un jingle typique des années 80. Plein de synthé, avec des images artistiques de la jeunesse, essayant désespérément et maladroitement de faire appel à la nouvelle génération. Ça a lamentablement échoué, car la voiture avait en fait à peine changé. Donc les jeunes n'étaient pas intéressés. Et les clients fidèles qui aimaient l'Oldsmobile se sentent plus reconnus, craignant que la voiture qu'ils aimaient ait été trop modifiée. Et 10 ans plus tard, l'Oldsmobile est devenue obsolète. Ça, c'est du beau boulot, perdre 2 générations d'un seul coup. Numéro 8, des milliers de miles. Dans les années 80, les compagnies aériennes ont été durement touchées par de nouvelles lois, une concurrence féroce et la transformation de l'activité aérienne, pour attirer des clients et faire des profits. American Airlines a lancé le Unlimited Air Pass, qui, pour la petite somme de 250 000 $, donnait droit à des vols gratuits à vie. 28 personnes en ont profité avant que la compagnie se rende compte qu'avec la hausse des coûts et l'utilisation trop enthousiaste du pass, le coût de 250 000 $ n'était pas rentable. En fait, ils ont vite commencé à perdre de l'argent. 2 personnes ont contribué à ces pertes plus que n'importe qui. Jacques Vroom et Steve Rothstein. Ils ont gardé leur laissez-passer jusqu'en juillet 2008, date à laquelle American Airlines a calculé que leur vol, avec des millions de miles parcourus chaque année, coûtait à la société 1 million par an chacun. Rothstein traversait même l'Atlantique régulièrement, juste pour manger un morceau avec des amis. American Airlines a commencé à enlever à ses clients leur laissez-passer illimité dans les aéroports, très publiquement, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires coûteuses et a terni leur réputation. L'Airpass permet maintenant de voyager à un tarif réduit. Et fini les voyages gratuits à Chicago juste pour manger une pizza. La branche britannique de Hoover a fait un peu la même erreur en 1992, quand elle a lancé une promotion proposant 2 vols aller-retour gratuits vers l'Europe pour un achat de plus de 100 livres. Elle pensait pouvoir éviter de perdre de l'argent grâce à des exceptions et aux extras que les agences de voyage vendaient. Quand la première promo s'est bien passée, Hoover a proposé des vols vers New York ou la Floride. Donc, pour l'achat d'un aspirateur plutôt bon marché, les clients pouvaient avoir des vols de plus de 600 livres. La promo est devenue beaucoup plus populaire que prévu. Et Hoover a pu fournir qu'une fraction des billets, après avoir déboursé 50 millions de livres sterling pour des vols gratuits, tout en ne générant que 30 millions de livres sterling de vente. Hoover a lâché 7 millions en plus pour corriger son image. Leur équipe marketing est aussi nulle que leurs produits. Numéro 7, trouvez la différence.
IKEA a des franchises dans le monde entier. Mais les approches de certains pays peuvent être assez différentes. IKEA en Arabie Saoudite a été critiqué en octobre 2012 pour avoir publié des catalogues identiques à tous les autres. Sauf que les femmes ont été complètement supprimées. En général, les publicités avec des femmes sont rares en Arabie Saoudite, en raison des normes culturelles, et Starbucks a même remplacé son logo de sirène par une couronne pour s'y installer. Mais que ce soit politiquement correct ou non, IKEA, une entreprise créée en Suède, un des pays les plus progressistes au monde, a été accusée de faire passer ses intérêts commerciaux avant les droits des femmes. Ou peut-être que les femmes n'existent pas en Arabie Saoudite. Un catalogue ne mentirait pas, non? Numéro 6. Des armes de distribution massive. Dans une grande partie de l'Amérique et dans tout le Canada, les poings américains sont illégaux. Donc les gens sont plutôt encouragés à se coller des pains à l'ancienne. Electronic Arts a dû louper le mémo en 2009 quand un envoi de dossier de presse pour leur jeu vidéo Godfather 2 a été critiqué pour son contenu discutable. Ils étaient en fait pleins de points américains, chromés, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis un vrai crime en les envoyant. EA les a vite rappelés, mais le mal était fait, et ça a causé un énorme outrage très public. Comme si les mamans poules avaient besoin d'autres raisons pour croire que les jeux vidéo rendent violents. Heureusement pour EA, la bavure n'a pas fini en poursuite judiciaire. Mais EA est devenu le parrain des katas publics dans les jeux vidéo. Numéro 5. Douce avec un goût explosif. Les chasses au trésor, c'est vraiment sympa, non? Sauf que si vos indices sont mis dans une mallette abandonnée dans des lieux publics, les autorités ont tendance à les prendre très au sérieux. Coors Light Canada a parrainé une chasse au trésor à Toronto appelée Recherche et sauvetage. Cette opération publicitaire sur le thème du plaisir sous le soleil consistait à cacher 880 mallettes pleines de prix à travers la ville, avec des indices et des cartes publiées sur Twitter chaque jour. Ça s'est bien passé, jusqu'à ce qu'une mallette à une intersection attire l'attention des démineurs. À cause de son aspect louche, la mallette a lancé une enquête, interrompant le trajet de centaines de personnes en colère. Coors Light Canada a présenté des excuses publiques, mais plein de Canadiens ont dit qu'ils abandonnaient la marque et achèteraient leur boisson ailleurs. Numéro 4. La canette du mauvais goût. En 1971, Coke a surfé la tendance de l'amour libre en apprenant au monde à chanter en parfaite harmonie. Des voix se sont réunies, ont bu du coca et ont appelé à unifier la Terre. En 2017, Pepsi a tenté de faire pareil, en faisant marcher la mannequin de 21 ans, Kendall Jenner, dans une foule de manifestants, pour résoudre symboliquement tous les problèmes du monde moderne en offrant un Pepsi aux policiers. Mais les voix de la colère se sont tout de suite élevées, dans le sillage de Black Lives Matter, du mouvement MeToo et des troubles sociaux. Presque tout le monde était agacé que Pepsi, avec une gamine riche et jolie, célèbre pour essayer de détourner de graves problèmes sociaux comme ça. Partout dans le monde, des gens en colère se sont demandé si Pepsi pouvait vraiment être aussi bête ou s'il le faisait exprès. Avec toute cette indignation, Pepsi a enlevé sa pub et s'est excusé publiquement. Et les mouvements sociaux dont la publicité parlait ont continué, sans que Pepsi n'y change rien. Numéro 3, toujours trop tôt. En 2016, la société texane Miracle Mattress a appris à ses dépens qu'il vaut mieux laisser les blagues insultantes aux humoristes. Pour tirer profit d'une tragédie nationale, le magasin a lancé une pub avec des tours jumelles de matelas empilés. La pub demande « Quoi de mieux pour se souvenir du 11 septembre qu'une vente de tours jumelles ?» Ce slogan audacieux est suivi de 2 employés qui planchent dans les tours en disant « N'oubliez jamais ». Au lieu d'augmenter les ventes, ces singeries ont presque tout de suite fait couler l'entreprise. Malgré des excuses publiques, ils auraient dû écouter le dicton qui dit que la nuit porte conseil. Numéro 2. Panique des points de Pepsi. En 1996, Pepsi a mis au point un programme de fidélité pas très original, mais facile à suivre. Les clients pouvaient gagner des points en achetant des produits Pepsi. Chaque produit apportait un certain nombre de points. Les points accumulés pouvaient être échangés contre des prix comme des t-shirts, des lunettes de soleil et d'autres objets ayant le logo Pepsi. Une publicité pour Pepsi Stuff, diffusée pendant le Super Bowl de 1996.
disait que 7 millions de points pourraient être échangés contre un Higher Jet, avec le logo Pepsi. Et Pepsi s'était dit que personne ne voudrait vraiment d'un Higher Jet, ou prendrait la peine de collecter autant de points. Mais comme vous l'avez sûrement deviné, un étudiant en commerce de 21 ans, John Leonard, a décidé de saisir sa chance. Comme les bouteilles donnaient souvent 1 point, il aurait pu en acheter 7 millions. Mais ça aurait coûté au moins 2 millions de dollars, et boire tout ce Pepsi l'aurait rendu diabétique. Il a découvert que les points Pepsi pouvaient être achetés pour 10 centimes chacun, et s'est dit que cette méthode était un moyen plutôt bon marché d'acquérir un avion de combat. Et vraisemblablement, Leonard avait l'intention de vendre le jet, comme il vaut quelques millions, surtout en cas de guerre totale contre Coca-Cola. Il a donc rassemblé une poignée d'investisseurs et a envoyé 15 étiquettes de points Pepsi et un chèque de 700 000 $ pour le Harrier Jet. Au QG de Pepsi, Pepsi a refusé l'offre et les dirigeants ont été un peu choqués de devoir expliquer que la pub était une blague. Les choses ont dégénéré en procès, mais Pepsi a gagné, le tribunal déclarant qu'aucune personne objective aurait pu raisonnablement conclure que la publicité offrait vraiment aux consommateurs un Higher Jet. Mais par mesure de protection, Pepsi a changé la pub et le jet nécessite 700 millions de points. Avant de révéler la boulette du siècle, on a quelques mentions honorables qui méritent un facepalm. Et premièrement, on a un gros. Mais non, sérieux. Je parle bien sûr de la visite en réalité virtuelle du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, à Porto Rico après les ouragans de 2017. Le but était d'annoncer le don de 1,5 million de $ et son travail avec la Croix-Rouge. Mais Mark n'est pas franchement connu pour être fort en relations publiques. Pendant la diffusion en direct, l'icône virtuelle souriante et riante de Mark s'est promenée en jouant avec son chien et a topé avec son co-hôte, alors que des vraies personnes en arrière-plan luttaient pour survivre aux inondations. Apparemment, Zuckerberg vit pas franchement dans le monde réel. Et il y a aussi cette pub, trouvée dans une station de métro de Berlin. Elle est devenue populaire et controversée sur Internet grâce à sa traduction anglaise photoshopée. Cette pub de salon funéraire qui était l'œuvre de l'équipe de publicité avant-gardiste allemande, Jung von Matt, suggère en plaisantant au lecteur d'aider l'entreprise en empruntant les voies du métro. Et malgré ça, le salon funéraire Bergemann & Sohn a reçu des commentaires positifs. Donc, on la laisse en mention honorable. Ceci dit, ça aurait pu être un vrai désastre. Numéro 1, le coup de la gourmandise. Pour se planter spectaculairement à tous les coups, sous-estimer les Américains. En 2003, Red Lobster a commis cette erreur fatale. Edna Morris, alors présidente de la chaîne, s'est dit que lancer un buffet à volonté serait un moyen formidable de redonner du peps à la marque Red Lobster. Mais parmi tous les créatures marines bon marché, elle a choisi les pattes de crabe des neiges comme point central de la pub. Et malheureusement, en 2003, les crabes des neiges étaient rares et chers en raison de la surexploitation des années précédentes. Mais ne réalisant pas le prix élevé du crabe généralement bon marché ou poussé par sa haine profonde des crabes, Edna a insisté. Elle avait eu du succès avec des buffets à volonté dans une chaîne de steak et s'est dit que ça marcherait. Pour juste 22,99 $, les clients pouvaient se gaver de crabes. Et malheureusement, elle n'a pas réalisé que le steak était beaucoup plus copieux que le crabe. Un client moyen mangeait 2 douzaines de jambes et en reprenait 4 fois, soit bien plus que ce qui avait été prévu par client. Et en plus de ça, casser des pattes de crabe pour les manger prend du temps. Donc les clients monopolisaient les tables pendant des heures. Les capacités des restos ont beaucoup souffert. Et ce fiasco a entraîné une baisse de 12% de la société mère de Red Lobster, Darden, ainsi que la montée en flèche des prix déjà élevés du crabe des neiges. Dans l'ensemble, la promo a été un désastre cher et total. Edna Morris, vrai fléau des crabes des neiges, a été jetée dans la mer sans fin du chômage, et Red Lobster a presque failli couler. Votre cœur palpite de stress face à ces erreurs de pro? Ou alors, vous avez déjà vu des erreurs marketing encore pires? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.